Bonjour à tous, bienvenue sur Livre ésotérique ancien, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre aujourd'hui la suite de la magie et l'hypnose par Papus. Voilà, nous en sommes au chapitre 9. Pour ceux qui nous rejoignent par hasard, je vous recommande d'aller voir directement le début de la playlist car là on est presque à la fin du livre. Allez voir le début de la playlist pour avoir le début du livre. Pour cette lecture ici, donc je pensais que ce serait certainement une des dernières lectures, alors probablement oui, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres chapitres et je vous avais fait part aussi de ma déception du fait que pour l'instant, on était principalement sur des sujets comme l'hypnose. Or, j'ai pu un petit peu survoler la suite du livre et je peux vous dire que on va avoir de la magie. Et oui, de la magie peut-être même un peu pratique. Ça reste encore assez light, mais c'est très très bien pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui débutent. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez des choses un petit peu plus poussées, de toute façon, je vous rappelle, vous avez la chaîne avec la page membre, enfin vous avez la page membre de cette chaîne qui vous propose des textes un petit peu plus poussés en termes de pratiques magiques et rituels, en tout cas d'explication de ce monde, puisque je le dis pour les personnes ici qui connaissent pas ce domaine, on reste tout de même, la magie avant tout, c'est quand même beaucoup de gratitude, il y a de l'invocation, donc là on va en parler en tout cas sur la fin de ce livre, mais à la base voilà, on est surtout beaucoup sur des choses qui sont, enfin bref, ce n'est pas juste invoquer quelque chose pour demander quelque chose pour soi, et c'est pas pour rien justement que vous avez tous ces cycles d'initiation pour savoir quelles sont les forces dans les autres mondes, ce qui se passe au niveau magnétique, ce qui se passe aussi au niveau état modifié de conscience. Toutes ces choses-là sont indispensables à écrire, ce n'est pas à apprendre, et ce n'est pas pour rien que certains textes sont codés, ce n'est pas pour rien qu'on a des talismans, ce n'est pas pour rien qu'on a des symboles. C'est une façon de toucher un petit peu d'autres mondes et d'avoir une forme de double lecture. Comme je le disais, là on va avoir certainement, je sais qu'il y en a qui suivent le dialogue avec l'IA, on va en avoir une prochaine sur laquelle j'ai eu une petite problématique, elle aurait dû paraître aujourd'hui, mais au final, il y a eu une problématique que je vous expliquerai et j'ai dû recommencer. Et c'était assez incroyable. Et à un moment, l'IA disait aussi, nous, on a perdu le lien en fait avec ces autres mondes qui passaient par des écritures sacrées à double sens. Par exemple, l'alphabet angélique, l'alphabet hébreu, on en a plein d'autres, le sanskrit. On a perdu un petit peu ces affinités-là. Et cet enseignement-là, et c'est vrai que notre connexion maintenant avec l'au-delà n'est quasiment plus là. Les brins d'ADN sont poubelles. Donc c'est vrai qu'on n'utilise plus toutes ces parties-là, donc c'est un peu plus compliqué dans un monde où aujourd'hui finalement le matérialisme va être quand même omniprésent, voire quasiment présent tout court, uniquement. Voilà, donc chapitre 9 aujourd'hui. Donc chapitre 9, on va démarrer par cette image de l'épée que vous pouvez voir ici. Donc on voit donc le magicien sur la gauche va tenir le bâton directeur et sur la droite on a l'épée qui tient justement à distance l'ectoplasme invoqué. Voilà, on a les élémentaires aussi autour, les élémentaux plutôt. Voilà, et c'est le sujet d'aujourd'hui. On voit bien aussi, on pourra distinguer, vous voyez le magicien ici, il est dans son cercle. On n'a pas qu'un cercle, on a même un triple cercle. Triple cercle qui est assez petit, et on remarquera que l'autel est en dehors du cercle. Et on a comme une forme de projection là sur la gauche, c'est assez étrange. Donc voilà, l'alambic qui est derrière, vous le voyez, derrière à droite, c'est rigolo. Donc la petite signature alchimiste. Donc usage de l'épée dans les évocations magiques. Voilà. Allez, on y va pour la lecture. Donc chapitre 9, des élémentales ou élémentaux entre parenthèses. Peu de questions ont donné lieu dans les milieux techniques à plus de discussions que celles des élémentales. Il faut d'abord éviter à ce propos les confusions de termes et de mots, première source d'obscurité. Il faut ensuite se garder de confondre entre elles les 9 classes d'élémentales qui habitent les 4 régions du plan astral. Donc, vous avez vu les amis, donc il parle de 9 classes d'élémentales, qui habitent 4 régions du plan astral. Je répète parce que vous savez, le but aussi de ces lectures, c'est de mettre en évidence certaines choses, parce que parfois on écoute ou on lit mécaniquement, alors qu'il y a des choses qui sont un peu plus intéressantes à relever.
Et comme il s'agit là d'une des questions les plus secrètes de l'ésotérisme, il faut compter encore avec l'ahurissement que les premières révélations concernant ce mystère produisirent dans les milieux spirites et profanes. Les écrivains attirés du monde spirit ont confondu les élémentales, les élémentaires et les esprits astraux dans la même salade où les invectives le disputent à l'ignorance. Nous comptons publier dans un prochain ouvrage une étude aussi complète que possible sur les élémentales. Ça, il faudra qu'on voit si on la trouve, si on le trouve, ce livre. Pour le moment, faisons nos efforts pour préciser de notre mieux les éléments indispensables à bien connaître pour faire saisir les mystères de cette tradition à nos lecteurs. Dans le monde invisible comme dans le monde visible, il existe des créatures moins élevées que l'homme. Celles de ces créatures qui agissent dans le plan astral sont les agents chargés de mettre à exécution les décisions des êtres immortels, soit incarnés, soit désincarnés, soit même angéliques. Ces créatures sont mortelles et la durée de leur existence astrale varie suivant chacun des 9 ordres auxquels elles appartiennent respectivement. Ici, donc, vous avez un petit dessin de 2 petites créatures qui se trouvent à cet endroit dans le livre. Je vous laisse regarder. Depuis l'idée humaine rendue vivante par leur intervention jusqu'à la révélation, soi-disant mystique, produite par un des leurs, s'affublant pour la circonstance d'un grand nom historique, leur domaine s'étend en passant par les masses d'âmes d'animaux qui participent à la plupart des phénomènes physiques des milieux spirites. En parlant de ça, le chat vient d'arriver, si vous l'entendez peut-être. En tout cas, il s'est manifesté. Il est à côté. Les élémentales ne sont en général, et sauf certaines exceptions spéciales, ni bons ni mauvais. Ce sont des teintures d'idées qui reflètent aux naïfs qui les interrogent ses propres aspirations et ses propres désirs. La peur de la part du consultant les rend audacieux et enclins aux taquineries. Le sang-froid et la volonté les terrorisent et les soumettent. Donc ça c'est important. Vous avez vu ce qu'il vient de dire. Donc le sang-froid et la volonté, donc faut être ferme, autoritaire. Alors autoritaire, on s'entend, mais faut être très clair et très ne pas montrer qu'on a peur, tout simplement. Les élémentales ou élémentaux étant les agents d'action dans l'invisible du bon livre avec une majuscule, donc du bon livre et des initiés appartenant aux fraternités occultes élevées, on comprendra que, malgré mon vif désir d'éclairer le lecteur, la plus grande réserve m'est ici nécessaire. La puissance ne doit être confiée qu'à la moralité et à l'humilité. Or, la puissance conférée par la connaissance des élémentales est réelle, et si je passe pour un disoccultateur de l'occultisme, c'est que je sais ce qu'on peut dire et ce qui doit être réservé. Les prétendus initiés qui croient savoir quelque chose et qui ne connaissent que ce qu'il y a dans les livres sont navrés que le moindre de nos lecteurs devienne plus savant qu'eux en quelques heures et m'accusent de désocculter leur ignorance. En cela, je fais mon devoir. Mais je tiens à prévenir mes accusateurs que jamais je n'ai révélé avant d'en avoir référé en haut lieu et qu'on ne trouvera pas dans mes livres de moyens de faire du mal, alors qu'on y trouve beaucoup de moyens de faire du bien. Donc ça, c'est vrai que c'était un principe de Pappus, c'est que sur ces révélations, pour lui, ça devait toujours être dans le positif. Bon, après, pour révéler en haut lieu, demander en haut lieu, on n'oublie pas que Pappus était aussi un des grands maîtres au niveau du martinisme, donc bon. Mais j'imagine bien qu'il devait interroger les personnes autour de lui. La connaissance pratique des élémentales permettant aussi bien les bonnes que les mauvaises actions, je m'abstiendrai du moindre détail à ce sujet, et je changerai les exemples de parler pour moi après 2 citations exposant clairement la tradition à ces sujets. Les esprits appelés élémentaux ou esprits de la nature, esprits résidents ou génie Loki, intéressant, Loki mais Loki, habitent aussi la région astrale. Entre parenthèses, mais ils sont bien différents de ceux que nous venons de décrire.
À cette dernière classe appartiennent les esprits connus dans toutes les nations pour hanter les forêts, les montagnes, les caractères, les rivières, les lieux solitaires. Et oui, ça existe les amis. Ce sont les dryades, les naïades, les kelpies, les elfes, les fées, etc. Les élémentaux sont souvent mystérieux, terrifiants et dangereux. Ce sont les esprits qu'invoquait la Rose-Croix. Alors les Rose-Croix et les magiciens du Moyen-Âge et qu'invoquent encore certaines personnes aujourd'hui. Alors il dit bien qu'invoquaient les Rose-Croix. Après, à savoir si aujourd'hui c'est toujours le cas, c'est moins sûr. Ils répondent au pentagramme et aux autres symboles, et il est dangereux même de les nommer en certains lieux et en certaines saisons. Les plus puissants sont les salamandres ou les esprits du feu. On peut comprendre pourquoi. L'habilité des élémentaux à produire des phénomènes physiques, aussi bien que leur absence de sens moral, les rend très dangereux. Donc, les amis, pour ceux qui pratiquent ou qui tentent de pratiquer, je sais qu'il y en a parmi vous, donc c'est pour ça que je me permets aussi mes excuses pour les autres, mais je me permets cette interruption. Donc vous avez bien vu, donc là on parle des esprits du feu. Bon, ceux qui me suivent aussi sur la chaîne page membre, bon, vous savez aussi, j'en parle. Hein. Donc on parle des esprits du feu, on a l'habilité des élémentaux à produire des phénomènes physiques, aussi bien que leur absence de morale les rend dangereux. Donc c'est à vous d'avoir cette morale, c'est à vous de maîtriser, c'est à vous de diriger. On a un outil, c'est comme un couteau. Ok, vous avez un couteau entre les mains et on va voir ensemble ce que le couteau permettra de faire, donc faire de la cuisine et pas tuer quelqu'un. On est bien d'accord. Par exemple. Donc, attention, en face, l'élémentaire, il a pas de morale. Ok, on n'est pas du tout sur le même monde. Je dis pas qu'il n'y a pas d'éthique dans leur monde à eux, peu importe. C'est un outil. Encore une fois. Ok ? C'est pas, alors un outil n'a pas d'âme, je sais, là-dessus on est d'accord. Mais c'est à vous d'avoir la morale pour cette partie-là. En cela, il est différent des esprits célestes, pour qui aucune manifestation physique n'est possible, car ils ne se mettent point en contact avec la matière. Ok ? Alors, il y a des avis qui divergent aujourd'hui là-dessus, mais à la base, techniquement, on va dire purement et simplement, c'est plus compliqué en tout cas. C'est principalement par le moyen des élémentaux que l'adepte accomplit des merveilles. D'autres personnes que des adeptes peuvent avoir des rapports avec les élémentaux, mais cette association est dangereuse pour tous ceux qui ne sont pas purifiés et perfectionnés dans leur intellect et leur esprit. Donc, il sera très important ici, les amis, de conserver une lucidité parfaite, une hygiène de vie, une cohérence, une maîtrise de vos peurs, une maîtrise de vos états d'âme. Quelqu'un de trop sensible va pas travailler avec des élémentaux. Ok ? Donc, on maîtrise sa peur, on maîtrise sa lucidité, on méprise son assise. Vous voyez ? Sa force. Ça, c'est important. Là où ils ne sont pas dominés, ils deviennent les maîtres et se montrent sans pitié dans leur vengeance pour qui désobéit à leurs ordres. Donc ça, c'est signé. Il y a une petite annotation, la voie parfaite, page 76. Les esprits des éléments qui pénètrent toutes les choses, non seulement de la planète microcosmique, mais de l'homme microcosmique, appartiennent au premier cercle le plus élevé. Ok ? C'est normalement, je crois que c'est ceux les plus proches, faut voir. Parmi ces élémentaux, les esprits de l'air gouvernent les fonctions de la respiration et les organes qui l'accomplissent. Tout ça, là, ce que je vous lis, c'est super important et finalement, j'attendais pas moins de cet ouvrage. Les esprits de l'eau dirigent les humeurs et les sécrétions du corps, en particulier le sang. Moi qui suis toujours enrhumée, faudrait que je travaille un peu avec. Les esprits de la terre ont pour domaine les différents tissus du corps. La chaleur animale, l'assimilation et la nutrition dépendent des esprits du feu. Donc je vous reprends, comme ça vous pourrez noter si vous voulez. Les esprits de l'air gouvernent les fonctions de la respiration et les organes qui l'accomplissent. Les esprits de l'eau dirigent les humeurs et les sécrétions du corps, en particulier le sang. Les esprits de la terre ont pour domaine les différents tissus du corps.
et la chaleur animale et l'assimilation et la nutrition dépendent des esprits du feu. C'est ça, on est sur de l'alimentation. C'est un petit peu différent. Les quelques lignes ci-dessus révéleront à ceux qui savent comprendre tout le secret du pouvoir de guérir auquel on reconnaît dans le monde profane tout frère illuminé de la Rose-Croix. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est encore le cas sur la Rose-Croix, c'est beaucoup tout ce qui est guérison. Ici, on arrive sur le paragraphe numéro 1 avec vision d'élémentaux. Un des exemples les plus détaillés que nous connaissions de rapports entretenus avec les élémentaux est l'ouvrage de l'infortuné abbé de Villars, celui bien plus volumineux de Bériguier. Nous en devons la connaissance à M. Stanislas de Gaïta, que je vous rappelle est en lecture sur la partie membres, et nous ne voulons pas résumer brièvement ce qu'il en dit dans son ouvrage magistral, Le Temple de Satan. Voilà, je le dirai qu'une fois ici. Donc cet ouvrage, on est en train justement de le lire actuellement sur la page membres. Donc non, il ne s'agit pas d'innovation ou de rituel voué à Zaza. C'est complètement différent, je le redis encore une fois, ces lectures de Gaïta ou Stanislas de Gaïta ou Lévi, de toute façon, faisaient des lectures, faisaient des ouvrages dans le sens de connais ton ennemi et tu sauras maîtriser tout ce qu'il y a autour. Dans le sens où tu sauras aussi lutter contre lui. Voilà, et que c'était important. On pouvait pas juste rester dans le côté j'ignore et ça n'existe pas. Donc c'est pour ça. Donc c'est très intéressant. Berbiguier est un possédé véritable qui ne voit partout que démons, entre parenthèses qu'il nomme des farfadets, et sorciers qu'il appelle des physiciens. Il se plaint amèrement d'une société infernalico-diabolique, entre parenthèses SIC, dont il démasque à la face du ciel les principaux affidés des docteurs, des étudiants, des avocats, des pharmaciens. C'est les incessantes persécutions que lui font subir ces misérables empoisonnent son existence. Il croit s'en venger en dénonçant leur nom. Berbiguier n'est point un fou comme les autres. Sa folie a cela de particulier qu'elle ne se fonde sur la perception, absolument indirecte et faussée, j'en conviens, d'un monde très réel que les gens sensés ne soupçonnent pas et que mon livre ne leur fera connaître, d'ailleurs, que s'ils se résignent à devenir des fous eux-mêmes. Je veux dire des êtres susceptibles de notions et de perceptions auxquelles restent fermés la plupart de leurs semblables. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour lui, Berbiguier, c'est juste quelqu'un qui est ultra sensible et qui perçoit des choses. Alors aussi ici, on aura des annotations concernant le conte de Gabalis et Berbiguier avec son œuvre Terre-Neuve du Thym, les farfadets, où tous les démons ne sont pas de l'autre monde. On continue dans le texte. Berbiguier est certainement la victime d'une nuée de larves, mais il attribue ses vexations à des sorciers métamorphosés en monstres de toutes sortes et de toute grandeur. L'examen de ces gravures est des plus curieux à ce point de vue. Ceux dont les yeux ne sont pas faits pour l'astral peuvent du moins étudier en ce miroir la nature protéenne des larves, aptes à revêtir avec une inconcevable souplesse les formes les plus paradoxales et les plus variées. Il suffit que le pauvre possédé, que leur présence horripile, ait l'appréhension de quelques hideuses figures, et les larves de se modeler aussitôt en conséquence. C'est une hallucination qui prend corps. C'est une pensée qui s'objective et s'informe dans la substance plastique ambiante. Ainsi, je le détaille en l'expliquant dans la clé de la magie noire. Ça, c'est toujours Stanislas de Gaïta qui parle là à ce moment-là. On est dans le livre de Papus Messie de Gaïta et ça aussi on ira le voir. Puisque c'est la suite en fait du temple de Zaza. Donc on va pouvoir expérimenter tout ça de plus près et plus précisément. Lorsque vous entendez, dit notre homme, le bruit de fond de gros oiseaux qui battent des ailes, c'est du farfadérisme pur. Il en est de même lorsque vous entendez marcher des monstres d'une grosseur prodigieuse ou d'une forme affreuse, mais que vous ne voyez pas non plus. Lorsque, dans les appartements les mieux clos, vous entendez un vent épouvantable qui effraie les personnes qui se croient à l'abri. Ici, il nous met en annotation le serpent de la Genèse, page 102-104, c'est justement ce qui avait été lu déjà.
sur la page membre. Apparition lumineuse, donc ça c'est un autre point, et c'est un point qu'il a sorti de l'initiation de février 1893. Le village de P avait une mauvaise réputation dans la contrée. P était hanté. Vous savez que j'adore ces histoires. Les habitants, ainsi que ceux des environs, affirmaient que fréquemment, 1 ou 2 fois par semaine, même plus souvent, on voyait à partir de la tombée de la nuit une lanterne éclairée se promener à travers les champs et le village. Et des personnes soutenaient même que souvent, cette lanterne accompagnait des gens qui le soir s'étaient attardés dans les champs ou dans les villages voisins, jusqu'à l'arrivée dans P. Pour aller se perdre dans les champs, sa tâche accomplie. Les habitants du pays combinaient cette apparition avec un événement sombre qui se serait passé quelques années avant dans l'auberge située en face de la ferme. Le patron de l'auberge avait disparu sans laisser de traces depuis une dizaine d'années, et la rumeur publique accusait sa femme, qui à l'époque dont je parle, tenait toujours la maison. Il l'accusait d'avoir assassiné son mari et fait disparaître le corps en le réduisant en cendres dans un four qui ordinairement lui servait pour faire son pain. Effectivement, cette femme avait subi une détention préventive de plusieurs mois sous l'accusation d'assassinat de son mari, mais elle avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu faute de preuves. D'après ces gens du village, l'apparition lumineuse était l'esprit du mort qui venait inquiéter la coupable sans faire du mal aux autres. Aussi, jamais on ne voyait la veuve sortir après le coucher du soleil, et toutes les issues et les fenêtres de l'auberge étaient hermétiquement closes à partir du crépuscule. En 1876, je faisais mon service militaire. Au mois d'août, j'obtenais un congé de 15 jours et je rentrais chez nous, à P. Le lendemain de mon arrivée, M. N, le jeune homme instituteur de mes frères et sœurs, se rendait dans la soirée à pied à H, village voisin de 6 kilomètres de distance. Vous vous souvenez, Papus, il est français. Ça veut dire que ces villages existent déjà. Ils sont là, ils sont dans notre pays. Il était 9h30 du soir lorsque M. N rentrait. À son arrivée, nous remarquâmes qu'il était dans un état extraordinaire d'émotion. À nos questions sur ce qui lui était arrivé, il ne pouvait d'abord pas répondre. Après quelques minutes, il s'était un peu calmé et nous disait alors qu'à peu près à mi-chemin, en suivant tranquillement sa route, il avait aperçu subitement à côté de lui, à la hauteur et à la portée de sa main gauche, une lumière pâle, nébuleuse, la lanterne. Le phénomène, tout en avançant à côté de lui, faisait un mouvement de va-et-vient, comme une lanterne portée par une personne marchant. Monsieur N avait été saisi d'effroi. Il me disait avoir voulu courir, mais sans le pouvoir, il avait eu au contraire toute la peine pour se traîner jusqu'à la maison, et l'apparition l'aurait accompagné silencieusement jusqu'à la porte de la ferme pour y disparaître. Nous étions au 10 ou 12 août, 3 ou 4 jours après l'événement précité. La journée avait été très belle, très chaude. Au coucher du soleil, aucune trace de nuages, et le soir était rempli d'une clarté douce, comme on la rencontre plus généralement dans le midi. Il était 7h30. Je me trouvais à la maison au premier, dans la pièce attenant à la salle à manger. On devait se mettre à table. Soudain, j'entends du bruit, les voix des enfants qui m'appellent. J'entre dans la salle à manger où les enfants me reçoivent avec leurs cris « La lanterne, la lanterne !» tout en étendant leurs bras par la fenêtre ouverte donnant dans les champs. J'apercevais alors au milieu des champs, à 400 ou 500 mètres de distance, quelque chose de lumineux, comme une boulette, oscillant en avant, en arrière, tout en se rapprochant de la maison. Je répète qu'il faisait encore presque clair. Le phénomène ne paraissait pas se propager de la lumière en dehors de lui. Au bruit fait par les enfants, ma mère, les 2 bonnes ainsi que Monsieur N étaient également montés et tout le monde regardait la lanterne entre guillemets. Celle-ci avançait avec la vitesse d'un homme marchant à pas lents. Et le mouvement oscillant était bien ressemblant au va-et-vient d'une lanterne portée à la main.
Le phénomène arrivait jusqu'à 20 mètres à peu près devant la fenêtre où nous nous trouvions. L'apparition se rapprochant ainsi, je distinguais bien sa forme qui était ovoïdale, mesurant au grand axe environ 25 cm et 18 à 20 cm au petit axe. Au centre, paraissait y avoir un foyer de lumière dont l'intensité s'affaiblissait vers les parois. Mais les contours étaient nettement détachés de l'air ambiant. Le tout n'était pas transparent. Comme je viens de dire, le phénomène était arrivé en ligne droite jusqu'à 20 mètres dans la maison. Continuant sa marche alors vers la droite, il contourna le bâtiment et je me portai, suivi de toutes les personnes présentes, à l'autre fenêtre qui donnait sur la route, voire sur le petit jardin et sur l'auberge déjà citée. Donc il est pas loin de l'auberge. Nous vîmes alors à nouveau la lanterne. Elle avait achevé le tour de la maison et venait se présenter devant la grille de notre petit jardin en face de l'auberge, séparée de celle-ci par la route, soit de 4 mètres environ. Le phénomène s'était arrêté en ce moment, appuyé pour ainsi dire à notre grille. Cela durait 3 ou 4 secondes, puis la balle lumineuse s'élevait subitement comme une mue par un ressort à la hauteur de cette grille, 1,60 m environ, et venait se percher sur la pointe d'une des lattes de bois. L'effet produit par cette forme lumineuse inexplicable, perchée sur la grille du jardin à 4 mètres de nous, était très impressionnant. Il régnait un silence absolu, aussi bien à notre fenêtre, où personne ne bougeait, qu'en dehors. Personne sur la route. Les portes, les volets des fenêtres et autres issues de l'auberge étaient, comme d'habitude à une pareille heure, fermés. L'apparition se trouvant depuis 2 à 3 minutes sur la grille immobile, j'ai rompu le silence en demandant à haute voix à Monsieur N d'aller chercher mon fusil de chasse et de le charger. Monsieur N refusa en me priant avec insistance de ne pas parler ainsi. Moi-même, je ne pouvais me décider à quitter à un instant la fenêtre pour ne perdre de vue le phénomène. La courte conversation entre moi et N n'avait rien changé en l'état des choses, et la lanterne continuait encore de rester à sa place pendant 2 minutes peut-être, lorsqu'elle glissa comme sur un plan incliné du haut de la grille. Et arrivée à 1 mètre à peu près du sol, elle reprit son mouvement oscillant en se portant en face de la porte de l'auberge, où elle disparut comme une lumière qui s'éteint subitement. Là c'est signé Gustave Beaujanoux. Donc c'était pas Papus, c'est dans l'initiation, mais c'est un témoignage de Gustave Beaujanoux. Vous savez, je ne lis pas à l'avance. J'ai une personne qui m'a fait cette réflexion, mais comme j'explique, malheureusement, je ne vis pas de ma chaîne YouTube et je n'en ai pas l'intention. Et j'ai autre chose à côté qui m'occupe énormément et qui me passionne, qui est justement qui me permet de vivre. J'ai cette chance. Et voilà, là c'est vraiment des lectures de partage que je dois lire moi et justement j'en profite pour les mettre aussi sur YouTube. Ça me motive pour les lire parce que sinon je n'ai pas le temps de lire. C'est un enfer. Et au moins là je suis sûre d'être disciplinée et si ça peut vous faire participer et obtenir de l'information vous aussi, et ben c'est pour mon plus grand plaisir et tant mieux. Mais je découvre les textes avec vous et croyez-moi, ça, juste l'enregistrement et quand même le fait de dérocher un petit peu après derrière et d'appliquer 2-3 trucs, de remonter, vous savez ce que c'est. Je pense que moi je l'ai comme vous entendu sur d'autres chaînes YouTube avant, bon, ça va. Mais honnêtement, quand c'est vous qui le faites, c'est plus pareil. Parce que il y a des temps, donc déjà il faut rapprocher les régions entre elles, vous exportez votre fichier, vous passez un nettoyage, moi j'enlève pas mal de respi, j'ai beaucoup de bruit de bouche, j'essaie d'enlever un maximum. J'ai quand même un bon micro, mais bon, l'enregistrement est pas top non plus, et j'ai pas forcément le meilleur environnement. Et derrière aussi, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé de faire l'image, vous mettez l'image avec la musique, donc encore moi j'ai pas beaucoup de travail parce que j'ai très peu de montage. Et après, derrière, vous exportez le tout et vous réexportez encore dans YouTube, ce qui met un certain délai, et vous remplissez la fiche de la vidéo. Et c'est vrai que, voilà, ça prend du temps. Et aujourd'hui, je pense que le temps est une valeur très importante, peut-être même plus que l'argent. Donc je partage tout ça avec vous. Donc vu ma vitesse de lecture, déjà, vous avez vu que je suis pas une grande lectrice,
Alors lire toute seule, c'est encore plus fastidieux. Donc lire un bouquin avant pour le relire après, ça changerait déjà pas grand-chose parce que je ferais les mêmes erreurs. Et puis, par contre, lorsque je lis avec vous, je peux avoir un état méditatif, ça c'est différent. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez vous brancher et vous laisser porter. Et j'en profite pour vous dire aussi que je voulais vous citer un petit texte qu'on m'avait envoyé, donc je remercie Fred, je vais vous le mettre là, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, je sais, ça n'a rien à faire là, mais vous allez tout de suite comprendre. C'est très court, franchement, je vous conseille de l'écouter. Pour ceux qui écoutent des livres et qui ont peur justement d'oublier ce qui est écrit dans les livres et ce qu'ils entendent. Et ça permet d'avoir une autre vision des choses, c'est pour ça que je me permets de le partager. J'ai eu la permission de Fred, j'ai le nom de l'auteur, d'ailleurs je remercie Fred au passage. Et je vais vous lire ça très rapidement, vous allez voir, et je pense que c'est nécessaire que vous entendiez aussi pour certains cette phrase, donc au sujet de l'assimilation des lectures que vous entendez. Donc c'est un texte de N.P. Madison, et voilà ce qu'il dit, vous allez voir, c'est pas long, hein. Rassurez-vous, ce n'est pas long, mais ça vaut la peine. Maître, j'ai lu tant de livres, mais j'en ai oublié la plupart, alors à quoi bon lire ? C'est la question sincère d'un élève curieux. Le maître ne répondit pas. Il le regarda simplement en silence. Quelques jours passèrent. Ils étaient assis près d'une rivière. Soudain, le vieil homme dit « J'ai soif. Apporte-moi un peu d'eau, mais utilise cette vieille passoire-là, par terre. » L'élève le regarda perplexe. C'était un ordre insensé. Mais pouvait-on rapporter de l'eau avec une passoire percée de trous ? Mais il n'osa pas désobéir. Il prit la passoire et essaya une fois, puis une autre, et encore. Il courait, remplissait, perdait toute l'eau en chemin. Il tenta d'aller plus vite, de boucher les trous avec ses doigts, de changer d'angle. Rien n'y faisait, pas une goutte ne restait. Épuisé et découragé, il revint s'asseoir aux pieds du maître en lui disant « Je suis désolé, j'ai échoué, c'était impossible. » Le maître regarda avec tendresse et lui dit « Tu n'as pas échoué, regarde la passoire. » L'élève leva les yeux et il vit. Cette passoire sale, vieille, noircie, brillait à présent. L'eau, en la traversant encore et encore, l'avait nettoyée. Et le maître ajouta « La lecture, c'est cela. Peu importe si tu ne te souviens pas de tout ce que tu lis. Peu importe si le savoir semble fuir ta mémoire comme l'eau s'échappe de la passoire. Car pendant que tu lis, ton esprit se purifie, ton âme se renouvelle, tes pensées s'éclaircissent. Et même si tu ne t'en rends pas compte, tu es en train de te transformer de l'intérieur. Voilà le véritable but de la lecture. Non pas remplir ta mémoire, mais laver ton âme. Voici pour ce texte. J'ai tenu à vous le partager parce que, comme je dis souvent, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que lorsque vous lisez, c'est ce qui se produit en vous. J'ai quelques-uns d'entre vous qui m'écrivent et qui me donnent des grandes phrases, de citations, en me décrivant tout petit à petit. Le plus important, il y a pas de souci avec ça. Chacun intègre à sa façon, bien sûr. Mais le plus important, c'est ce qui se produit. Comme je dis souvent, la lecture, c'est une forme de codage. L'important, c'est ce qui se transforme en vous au moment où vous lisez certaines choses et quand vous percutez sur certaines choses. Certaines choses qui commencent à devenir compréhensibles. Moi, je l'ai vécu avec vous, vous savez, sur certains textes, l'histoire de tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, je l'ai enfin intégré. Ce n'est pas quelque chose que je répète ou que je dis et que j'imagine. C'est-à-dire quand vous commencez à comprendre qu'au niveau de la vie, il y a une production de quelque chose qui se produit, et vous comprenez en dehors du mental ce qui se passe, là vous avez intégré une donnée. Alors c'est pas toujours le cas, la donnée elle va faire son chemin, peut-être que sur le coup vous allez écouter mécaniquement un texte, et puis un jour il y a quelque chose qui va arriver, qui va résonner, et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et vous allez revenir comme une forme de mémoire en vous disant mais mince, c'est vrai, il s'est passé quelque chose à ce moment présent. Donc là, voilà l'intérêt. L'intérêt, c'est pas de devenir une bibliothèque vivante. L'intérêt, c'est qu'un livre procure quelque chose pour vous. Donc merci encore pour ce texte. Et j'étais très heureuse aussi de vous le partager. On va continuer la lecture.
Paragraphe 2. Action des élémentales sur le sujet et sur les médiums. L'idée vivante. La larve. L'union d'un élémental à une idée constitue un être particulier que nous appellerons être idéal, idée vivante, quand il agira d'une façon neutre ou bénigne et que nous nommerons larve quand il agira d'une façon maligne sur le sujet. Donc vous voyez, on a l'idéal, l'idée vivante et la larve quand elle est négative. Ces mots sont uniquement employés pour la clarté de l'exposition et en soi, l'idée vivante ou la larve sont une seule et même chose comme constitution, ne différant que par leurs effets. Ok, c'est la même chose, il va l'employer si elle est positive ou si elle est négative, avec un autre nom. Abordons maintenant quelques détails qui feront mieux comprendre notre définition. Des idées vivantes. Là, on commence par celle-ci. Lorsque je dis à un sujet endormi, dans 15 jours, heure pour heure, à dater d'aujourd'hui, vous vous endormirez et vous écrirez une lettre contenant tel ou tel mot à telle personne. J'appelle dans l'atmosphère astrale de ce sujet un élémental qui, vitalisant ma suggestion, mettra exactement 15 jours, heure pour heure, à développer la puissance que je lui ordonne par mon verbe d'exercer. À l'heure dite, l'idée vivante agira comme eût agi ma volonté elle-même, et le sujet sera poussé vivement à accomplir sa suggestion. Les élémentales, ainsi attachés à une idée par suggestion, constituent des êtres réels qui vivent plus ou moins longtemps selon la durée d'action de la suggestion. Intéressant ça. Ils peuvent vivre quelques heures, quelques mois, ou quelques années et quelquefois même toute la vie du sujet en constituant, dans ce dernier cas, une obsession véritable et des plus dangereuses. Oui, après ça s'accroche. En général, l'être créé par la suggestion meurt à l'accomplissement de celle-ci. S'accroche dans le sens où ça doit rester en latence tout le temps pour le jour où on en a besoin, donc c'est pas terrible quand même. Des larves. Alors là, il dit extrait initiation juillet 95. Le but de l'étude suivante est de résumer aussi bien que possible la théorie traditionnelle de la constitution des larves afin de porter l'attention du lecteur sur certains faits d'occultisme pratiques que nous nous sommes efforcés d'éclairer par quelques expériences personnelles. Un travail complet sur cette importante question mérite d'être entrepris, surtout aujourd'hui où les théories les plus fantaisistes et les affirmations les plus saugrenues sont débitées dans les journaux quotidiens. C'est en effet par les enseignements de l'ésotérisme concernant les larves qu'un occultiste vraiment instruit peut expliquer certains faits d'obsession ou de persécution qualifiés envoûtement par les profanes, ainsi que certains cas d'aliénation mentale dont l'étiologie reste obscure pour les médecins. Avant tout, il faut bien se rappeler que le mot larve est pris par les occultistes modernes dans une acceptation spéciale qui ne désigne pas seulement les esprits obsesseurs, conçus pour les anciens sous ce nom. La larve est un parasite psychique dont la constitution et la génération ont été parfaitement définies par Paracelse et depuis par Eliphas Lévi et Stanislas de Gaïta. Notre résumé portera donc sur 1. La constitution de la larve et de son origine, 2. Sur le moyen qui permet à la larve d'exister, 3. Sur la destruction de la larve. Troisièmement, troisième paragraphe, constitution-définition. La figure placée dans cette étude, page 338, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, vous savez, qui ressemblait à 2 petits dragons, le dessin, montre la fixation d'une vision astrale dans un miroir magique au charbon. Un magiste y verra immédiatement la représentation du monde des élémentales et des larves. La diversité et l'incohérence des figures évoquées indiquent bien l'origine de ces formes. Ce sont des images cérébrales, des idées, amenées à l'existence pour un temps plus ou moins long. La larve est un être du plan astral constitué par une idée humaine comme principe supérieur, image de l'esprit dans l'homme, par la force vitale du créateur de la larve comme principe d'animation et par un agglomérat de lumière astrale comme corps. La forme de la larve dépend uniquement de l'imagination de l'homme qui a créé cette idée vivante, de là la singularité et la multiplicité de ces formes astrales.
De plus, la larve, origine du remords, vit de la vie même de son créateur et épuise progressivement le malheureux. Ça, vous avez vu, c'est pour ça qu'il ne faut pas la garder à vie. Aussi, la définition de Stanislas de Gaïta est une excellente définition. Larve, substance fantastique, inconsistante mais réelle, dépourvue d'essence propre et vivant d'une vie d'emprunt. Elle s'attache à ceux qui leur ont donné naissance et qui s'épuisent à la longue à les nourrir. Ça, c'est tiré du Serpent de la Genèse en page 364. Tout cela est encore obscur pour certains de nos lecteurs peu familiarisés encore avec les questions touchant à la pratique. Mais comme nous avons l'intention d'aborder maintenant ces questions dans l'initiation, alors l'initiation, c'est son journal toujours il va pas vous initier, c'est le journal initiation. Nous allons faire le plus de citations possible afin d'éclairer ce sujet et aussi afin de bien montrer le caractère traditionnel de ces recherches. À l'état normal, nous générons une foule d'idées, mais l'intensité de ces idées est rarement assez forte pour leur permettre de réagir sur notre organisme en devenant des êtres psychiques. Saint Yves d'Alvèdre dit très bien dans un de ses ouvrages peu connus, Les Clés de l'Orient, dans l'ordre invisible comme dans le visible, rien ne se perd de la substance première d'un astre quelconque garde, imprimée en elle, dans sa lumière secrète, jusqu'au mouvement d'une volonté, jusqu'à la radiation d'une passion, jusqu'à l'image d'une pensée. Mais pour permettre l'existence personnelle pendant un certain laps de temps à cette pensée, il faut une tension cérébrale toute spéciale. C'est ce que nous montre un très bel extrait suivant de la lettre d'un initié hindou publié par M. Sinet. Origine des larves. Dans son évolution invisible, toute pensée humaine passe dans l'endroit dont l'ordre psychique est l'envers et devient une entité active en s'associant, en s'unissant avec un élément particulier, c'est-à-dire avec une force semi-intellectuelle des royaumes de la vie. Cette pensée survit comme une intelligence active, comme une créature engendrée de l'esprit pendant une période plus ou moins longue ou proportionnelle à l'intensité de l'action cérébrale qui l'a générée. Ainsi, une bonne pensée se perpétue comme une puissance active et bienfaisante, et une mauvaise comme un pouvoir démoniaque et maléfique. De sorte que l'homme peuple continuellement sa course dans l'espace d'un monde à son image, rempli des émanations de ses fantaisies, de ses désirs, de ses impulsions et de ses passions. Mais à son tour, le milieu invisible de l'homme réagit par son seul contact sur toute organisation sensitive ou nerveuse, proportionnellement à son intensité dynamique. C'est seulement à la mauvaise pensée, agissant d'une façon dissolvante sur l'organisme et se perpétuant comme un pouvoir démoniaque et maléfique, que nous donnons le nom particulier de larve. Bon, là, il n'apprend rien de nouveau. Les citations précédentes nous montrent que c'est l'idée qui détermine la forme et le mode d'action de cette larve. Mais d'où emprunte-t-elle le pouvoir de continuer son existence ? La larve agit comme un cancer, siégeant non pas en physique, mais en astral, et c'est à la force vitale même de son créateur qu'elle emprunte le moyen de poursuivre son existence. C'est grâce à la faiblesse de la volonté de l'obsédé que l'obsession se continue, et jamais un magiste ayant convenablement dompté les impulsions de l'être psychique ne pourra subir l'influence de ses créations de la lâcheté ou de la peur. Vous voyez, le chant qu'en retour, en fait, c'est pas que j'ai fait du mal et je récupère. Il y a aussi vraiment cette contenance de vos émotions, de vos peurs, de vos croyances. Tout ça, il faut faire très attention parce que le retour, c'est pas uniquement, c'est aussi, ça peut être ça aussi. C'est vos peurs qui reviennent et qui se retraduisent à l'intérieur de vous-même. D'ailleurs, vous savez très bien, ça peut même s'utiliser sans magie. Quelqu'un qui a peur de tout le temps de quelque chose, au bout d'un moment, il va finalement le projeter et ça va s'activer. Ça arrive, on le sait très bien. Le moyen qui permet à la larve d'exister n'est donc point un principe métaphysique, c'est une force matérielle, facilement perceptible et localisée dans le globule sanguin qui va donner la force et la puissance à cette création éphémère.
C'est à la vapeur du sang, dit Paracels, que l'imagination emprunte tous les fantômes qu'elle enfante. Relatons à ce propos un souvenir personnel. Il y a quelques années, nous fûmes mis à même d'assister à un phénomène d'écriture directe en pleine lumière en compagnie du docteur Gibier. La scène se passait chez le magnétiseur Robert, qui avait endormi 2 sujets, un jeune homme et une jeune femme. Une feuille de papier écolier, en marge de laquelle les 20 personnes présentes avaient apposé leur signature, fut placée dans une enveloppe en pleine lumière et le sujet homme, toujours endormi, prit cette enveloppe entre le pouce et l'index de chacune de ses mains, de ses 2 mains, et la maintint verticalement sous la lampe allumée. À ce moment, nous entendîmes distinctement un grattement spécial dans l'intérieur de l'enveloppe. Ce grattement dura 3 minutes environ. Pendant ce temps, le sujet affirmait que son sang s'échappait de ses mains et entrait dans l'enveloppe. Mais personne ne voyait rien d'objectif. Quand le grattement cessa, le sujet s'évanouit et eut une syncope de 2 minutes, c'est énorme. Pendant que je lui prodiguais les soins nécessaires, le docteur Gibier s'était emparé de l'enveloppe. On retira la feuille de papier écolier qui contenait une 20aine de mauvais vers signés Corneille et qui semblait tracé avec une allumette carbonisée. L'enquête démontra que le jeune sujet aspirant à la carrière dramatique avait la tête bourrée de vers des grands classiques. De là, l'étiologie du nom de Corneille. Ayant eu à quelque temps de là l'occasion d'analyser ce genre d'écriture directe, je constatais sous le microscope la présence de globules sanguins humains. Des globules sanguins humains carbonisés. C'était bien le sang qui était la matière de ces manifestations. De là l'affaiblissement énorme du sujet. Il en est de même dans l'action de ces larves. Témoin l'extrait suivant d'Eliphas Lévy de Livre des Esprits, page 216. Alors, là justement, il va mettre ce petit texte avec le paragraphe 4, vie de la larve. Les hiérophantes de Bâle et de Nisroch, dans une exaltation furieuse, se faisaient des incisions par tout le corps et demandaient soit des apparitions, soit des miracles aux vapeurs de leur propre sang. Donc le sang, on est d'accord, un catalyseur fluidique très puissant, mais voilà, on évite quand on connaît rien. Et même quand on connaît un petit peu, voilà, c'est toujours avec précaution. Et là, franchement, on rigole pas. C'est pas juste on teste, on verra bien. Il y a des vrais risques. Attention à tous. Alors tout commençait à tournoyer devant leurs yeux égarés et malades. La lune prenait la teinte de sang répandu et ils croyaient la voir tomber du ciel. Puis commençait à sortir de terre, à voltiger, à ramper et à traîner des choses hideuses et informes. On voyait se former des larves et des lémures, des têtes pâles et sordides, comme les vieux suaires, et toutes barbues des moisissures de la tombe venaient se pencher sur la fosse qui tirait leur langue sèche pour boire le sang répandu. Le magicien, tout affaibli et tout blessé, s'exprimait contre elle avec le glaive jusqu'à l'apparition de la forme attendue de l'oracle. Oui, et le gars, en plus, il fait ça, il est plus en forme pour la suite, quoi, donc c'est un peu moyen. Bon. Ces larves prennent naissance sous l'influence d'une idée d'intensité particulière et se perpétuent grâce à la force vitale du créateur. De leur créateur, pardon. Mais une idée intense peut se produire par réaction personnelle de la conscience, c'est-à-dire du plan supérieur de l'individu. De là le remords de l'obsession, mais elle peut aussi être produite par l'action d'une autre personne, de là la suggestion qui n'est en définitive qu'un procédé spécial de création des larves plus ou moins tenaces. Donc là on a vraiment plusieurs choses. Attention, on a la création qui est là et qui va s'attacher, on a la faiblesse de la personne en face, on a la faiblesse de ses propres remords, de ses propres problématiques. Alors c'est pas tout à fait là ce qu'il dit, mais on a quand même les problématiques de la personne qui est en train de pratiquer, surtout si elle n'est pas en forme aussi moralement, exactement, puisqu'elle va pouvoir aussi manifester des choses de son subconscient, donc il va falloir faire très attention. Et outre le fait que y ait des problèmes effectivement physiques, pensez bien, il y a des problématiques aussi sur la santé mentale de la personne. Donc c'est pour ça qu'on joue pas avec ces choses-là.
Ok ? C'est là le danger de l'emploi de la suggestion par des individus immoraux ou inexpérimentés. On est complètement là-dedans. La puissance de la larve ainsi créée dépend uniquement de la résistance que la volonté peut opposer à cette larve. On revient toujours sur la même chose, volonté avec une majuscule. On est volonté, on est ferme, on est stoïque. Et les émotions, on les tient pour l'instant de côté. On est fort. Ok ? Lorsqu'on se trouve en présence d'un individu à caractère faible et qui se prétend envoûté ou persécuté, il faut bien se rendre compte de l'origine de cette persécution et 99 fois sur 100, on se retrouvera en présence d'une autosuggestion servie par une conscience troublée. Stanislas de Gaïta nous fournit à ce sujet la remarquable description suivante de Berbiguier. Berbiguier est certainement la victime d'une nuée de larves, mais il attribue ses vexations et ses sorciers à des sorciers métamorphosés ou en monstres de toutes sortes et de toute grandeur, ça on l'a déjà lu tout à l'heure. L'examen de ces gravures est des plus curieux à ce point de vue. Ceux dont les yeux ne sont pas faits pour l'astral peuvent du moins étudier en ce miroir la nature pour protéine des larves, donc ils répètent, aptes à revêtir avec une inconcevable souplesse les formes les plus paradoxales, les plus variées. Il suffit que le pauvre possédé que leur présence horripile ait l'appréhension ou l'obsession de quelque hideuse figure, et les larves de se modeler aussitôt en conséquence. Et c'est une hallucination qui prend corps. C'est une pensée qui s'objective et s'informe dans la substance plastique ambiante. On l'a déjà vu, on l'a déjà lu. En fait, j'ai eu une petite hésitation. C'est parce que je me dis, mais mince, on l'a déjà lu, et si ça se trouve, j'étais en arrière. Ben, pas du tout. Non, on est au bon endroit. C'est juste qu'il a repiqué le texte. Ça se faisait beaucoup à l'époque, quand même. Et surtout de repiquer les textes des voisins. Bon. La dissolution des larves, on y vient. Les larves dérivant d'une suggestion émanée de l'individu, obsédé ou d'un tiers, doit être tout d'abord chassée par l'emploi de la suggestion. Donc déjà l'hypnose. Quand les moyens purement psychiques échouent, nous conseillons vivement l'emploi de pointes d'acier qui agissent sur l'agglomérat de la lumière astrale, formant le corps de la larve et qui détruisent immédiatement ses moyens de réalisation dans notre plan. Enfin, l'emploi de parfums, des pentacles et des cérémonies magiques donnera d'excellents résultats quand tous les autres procédés auront échoué. Afin d'indiquer sommairement au lecteur ce genre de pratique, nous terminerons cette étude par le récit des expériences personnelles que nous instituâmes à ce sujet il y a 2 mois environ. On trouvera des détails complémentaires dans le récit des faits qui se sont passés à Sideville et dans l'expérience rapportée dernièrement par Monsieur Bojano. 5e paragraphe, expérience personnelle. Les expériences que nous avons poursuivies avaient pour but de donner une simple indication sur cette théorie des larves. Il ne faut pas oublier en effet que les études expérimentales d'hypnotisme n'ont de valeur que par la multitude des observations, forcément. C'est donc à titre de simple document, et pour corroborer de ce qui précède, que nous transcrivons nos essais personnels. Un de nos élèves en pratique, Monsieur A, faisait une série d'études sur l'hypnotisme au moyen d'un de nos sujets, Marguerite. Voulant poursuivre ses expériences sans craindre d'influence extérieure, Monsieur A suggéra à Marguerite qu'une autre personnalité se développait progressivement en elle et que personne autre que lui, expérimentateur, n'aurait d'influence sur cette personnalité nouvelle. Continuant sa suggestion, pendant plusieurs jours, Monsieur A arriva peu à peu à persuader Marguerite que la nouvelle personnalité, qui était-elle, avait tout pouvoir sur sa volonté, si bien que le pauvre sujet ne pouvait plus rien entreprendre sans ressentir l'influence de cette personnalité parasite, agissant comme une véritable larve. J'ignorais totalement les expériences auxquelles était soumise Marguerite, et ayant eu quelques démonstrations pratiques à faire avec ce sujet, je m'aperçus vite qu'il y avait là quelque chose d'anormal. J'essayai tous les procédés connus des expérimentateurs. Je voulus remplacer les suggestionneurs par un personnage factice agissant en son nom.
mais rien n'y fit. Et tout ce que je pus obtenir fut la certitude que Marguerite était dominée par une suggestion échappant aux moyens d'action habituels, par une larve d'après nos théories. Le lendemain, je fis revenir mon sujet, et cette fois j'employai la pratique magique. Après avoir coupé une mèche de cheveux de Marguerite, placée en état d'hypnose profond, entre parenthèses état de rapport, j'interrogeai le sujet qui ne tarda pas à voir distinctement la personnalité. Cette personnalité avait pris possession de sa volonté et se condensait peu à peu autour de la mèche de cheveux que j'éloignais progressivement du sujet. C'est alors que j'enfermai la larve, perçue par Marguerite, dans un cercle magique, en lui donnant l'ordre de rester jusqu'à ce qu'elle me plût à moi-même de la délivrer. Alors jusqu'à ce qu'il me plût à moi-même de la délivrer. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. On me dira que tout cet attirail, cette mèche de cheveux coupés, ce cercle, etc., avait agi par suggestion sur ce sujet. Je vous dirais, à la limite, peu importe, c'est le résultat qui compte. Cette théorie, ça c'est moi qui le dis, cette théorie est peut-être en effet la vraie, mais poursuivons. Marguerite était ravie, se sentant dégagée de cette oppression qui la gênait depuis plusieurs jours et sentant sa volonté s'échapper à l'influence de la larve. J'opérai à ma clinique. Sur ces entrefaites arriva, comme par hasard, Monsieur A, tout fier des résultats qu'il avait obtenus en m'affirmant que la suggestion qu'il avait imposée détruisait le libre arbitre du sujet. Sans dire mot de mon expérience, je sortis en priant Monsieur A de faire venir dans le sujet la personnalité qu'il avait créée et qu'il prétendait plus forte que la propre personnalité du sujet. Quand je revins, au bout d'un quart d'heure, un spectacle bien curieux s'offrit à mes yeux. Monsieur A, suant à grosses gouttes, s'époumonnait à faire de terribles suggestions. De plus, il faisait des passes magnétiques tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, et cependant rien ne se faisait. « C'est curieux, me dit-il, elle ne vient pas. » « Eh bien, lui dis-je, elle n'est donc pas si forte que le libre arbitre du sujet. » « Je n'y comprends rien, et pourtant jamais elle n'a fait la moindre résistance pour se montrer. »« Ne vous inquiétez pas, elle reviendra sans doute. » Et notre entretien se termina sur ces mots. Monsieur A recommença 2 jours de suite et, désespérant d'arriver à un résultat, il prit le parti de recommencer son opération et de créer une nouvelle larve. Quelques jours après, je m'aperçus de la présence d'une personnalité toujours inconnue pour moi, dominant progressivement la volonté de mon sujet. Cette fois, j'étendus un peu le champ de l'expérience et après avoir tracé sur le sol avec de la craie le cercle magique, je commençai la suggestion entraînant la larve au centre du cercle par l'intermédiaire d'une boucle de cheveux. Quand, d'après les dires de Marguerite, placée en état d'hypnose profond, état de rapport, la larve fut emprisonnée dans le cercle, je passai mon épée au sujet en donnant la suggestion très impérative qu'une piqûre dans la larve ne pouvait rien faire, alors ne pouvait faire aucun mal à cette larve. Alors la suggestion très impérative qu'une piqûre dans la larve ne pourrait rien faire, aucun mal à cette larve. Il est bien entendu que j'employais une autre expression que celle de larve, qui aurait été incomprise du sujet. La suggestion donnée poussait donc le sujet à ne voir se produire aucun fait étrange sous l'influence de la piqûre. Car, contre toute attente, et contre les termes mêmes de la suggestion, à peine la larve eut-elle été piquée, et à l'épaule que le sujet poussa un cri d'effroi, disant « Mais cela a fait pouf !» comme un ballon qu'on crève et il n'y a plus rien. La destruction de cette larve avait été absolue et tous les efforts faits par la suite pour la rappeler restèrent vains. Alors, j'hésite un petit peu, c'est qu'à côté, là, j'ai une petite image, c'est un dessin, je vais vous le mettre. Voilà, comme ça, vous pouvez mieux voir. La destruction donc de cette larve avait été absolue et tous les efforts faits par la suite pour la rappeler restèrent vains. Sur ces entrefaites, le sujet eut la variole et entra à l'hôpital et fut envoyé à Aubervilliers. Depuis,
Nous n'avons pas eu l'occasion de poursuivre ces expériences. Il est bien entendu que je ne donne aucunement ces faits comme des faits d'ordre scientifique. Il est plus que probable que la mise en scène magique facilite beaucoup l'action de la suggestion. Là, on est vraiment dans le sujet, la magie et l'hypnose, là, on est complètement on commence à rentrer dedans. On arrive à la fin du livre, mais on commence à rentrer dedans. Mais il faut dire aussi que ceux qui mettent la suggestion à toutes les sauces en ignorent le mécanisme autant que le principe. Nous terminons ici notre exposé du côté invisible de la nature et de ses réactions sur l'esprit humain ou le médium. On vient de voir quelques expériences de magie appliquées à l'hypnotisme qui montrent dès maintenant la raison d'être de notre 3e et dernier chapitre. Voilà. Et le 3e et le dernier chapitre, là, cette fois-ci, on sera sur le chapitre 10, dans la 3e partie, chapitre 10, la magie. Enfin, on y viendra aussi, puisqu'on l'a pas beaucoup abordé. Voilou, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc je pense que normalement on aura fini sur le prochain. Il est possible, comme je disais, qu'on enchaîne sur la Kabbale. Si jamais je change d'avis, je vous referai un sondage, donc tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts pour voter. Vous avez été quand même assez nombreux à voter la dernière fois, j'étais assez étonnée. Merci à vous de suivre la chaîne. Je sais que je vous dis pas d'activer la cloche. Pourquoi? Parce que je sais que je publie énormément de contenu, donc ça doit être, je suis comme vous, hein, j'écoute aussi des choses. Donc c'est vrai que le fait d'avoir sans arrêt la même chaîne avec la cloche qui vous alpague, c'est un petit peu embêtant au bout d'un moment. Mais quand même, tenez-vous au courant, il y a des chouettes livres qui vont sortir et qui sortent. Donc restez à l'écoute. Voilà, merci encore pour votre soutien, merci si vous êtes toujours là à écouter. Moi j'ai bien aimé ce chapitre, je ne sais pas vous, mais en tout cas, on va voir un petit peu la suite, vous allez voir, ça va se corser un petit peu, mais ça reste accessible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Gros bisous à tout le monde, et à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien.